Dans ce journal, à la une de cette édition, promesse par Ousmane Sonko lors de la campagne pour les législatives. La procédure pour juger Macky Sall pour haute trahison vient d'être déclenchée par Guy Marius Sagna. Le député de PASTEF a proposé une résolution portant mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison devant la Haute Cour de justice. Le parlementaire souhaite que l'article 101 de la Constitution soit appliqué à l'ancien président. Et puis l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19 s'intensifie avec une vague d'arrestations visant plusieurs personnalités issues de divers milieux. Ces interpellations font suite à la découverte d'une vaste fraude autour de la convention entre l'État et les employeurs durant la pandémie. Les mises en cause sont poursuivies pour escroquerie portant sur les deniers publics, faux et usage de faux, entre autres infractions. Et pour terminer, marché du travail au Sénégal en 2024, le ministère du Travail a rendu son rapport disponible pour la période. Une progression notable a été enregistrée avec une croissance soutenue de l'entrepreneuriat et une nette création d'emplois. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Un geste inédit ce mardi du côté de l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna a officiellement déposé une proposition de résolution visant à mettre en accusation l'ancien président de la République Macky Sall pour haute trahison devant la Haute Cour de justice. L'initiative repose sur des faits graves relevés dans les rapports de la Cour des comptes mettant en cause la gestion financière du pays sous le magistère de Macky Sall. Dans l'exposé des motifs accompagnant sa proposition, le député rappelle que l'article 101 de la Constitution sénégalaise réserve la responsabilité du président de la République dans l'exercice de ses fonctions au seul cas de haute trahison. Pour Guy Marius Sagna, les éléments relevés par la Cour des comptes sont suffisamment alarmants pour enclencher cette procédure exceptionnelle. La proposition doit maintenant être examinée par l'Assemblée nationale où une majorité qualifiée des 3/5 est requise pour engager la procédure. Ce dépôt relance le débat sur la reddition des comptes au sommet de l'État et marque un tournant potentiel dans la vie politique sénégalaise post-alternance. Si elle est adoptée, cette résolution ouvrirait une procédure judiciaire inédite contre un ancien président de la République du Sénégal et pourrait redéfinir les contours de la responsabilité politique à l'échelle nationale. Gestion financière, justement, une vaste opération judiciaire a été lancée ce lundi concernant la gestion des fonds Covid-19. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu, notamment celles d'anciens hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, responsables d'associations, artistes et commerçants, après le placement en garde à vue d'une dizaine de personnes, dont Baba Hamdi, Abdouaziz Mbaye et Alimata Sadiagué. D'autres personnes sont dans le viseur de la justice. Ce 15 avril, une deuxième vague est attendue avec la convocation de 6 responsables du ministère de la Santé devant la division des investigations criminelles en vue de leur présentation au parquet financier. Une troisième vague est également en préparation. En parallèle, des procédures ont été enclenchées pour traduire d'anciens ministres impliqués devant la Haute Cour de justice qui ouvre ainsi son tout premier dossier lié à cette affaire. Bien sûr, nous reviendrons sur l'historique de cette affaire justement très prochainement dans cette édition. En attendant toujours dans la justice, garde à vue ce lundi pour diffusion de fausses nouvelles après son audition à la section de recherche de Abdounger. Pour rappel, sa convocation fait suite à l'autosaisine du procureur de la République déclenchée par les propos qu'il a tenus sur le décès de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. Et puis le rédacteur en chef de Sen TV et Zik FM a lui également été placé sous contrôle judiciaire ce lundi à l'issue de son audition par le juge du 3e cabinet chargé de l'instruction de son dossier. Il a pu regagner son domicile après plusieurs jours de garde à vue. Le journaliste était convoqué depuis le 10 avril dernier dans le cadre d'une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. Les faits reprochés portent sur la reprise à l'antenne de Sen TV et sur la page Facebook de Zik FM d'un article publié par le site Afrique Confidentielle. La justice lui reproche d'avoir relayé des informations jugées non vérifiées. Le contrôle judiciaire implique que Simon Faye reste à la disposition de la justice avec certaines restrictions dans l'attente de la suite de la procédure.
On revient sur la journée d'hier avec le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Alioune Badara Diouf, ancien député et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, critique l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, ce dernier a transformé son discours en meeting politique, attaquant les députés et menaçant la presse nationale. Le travail est mal organisé parce que les députés de l'opposition n'ont pas eu assez de temps quand même pour pouvoir parler avec les Sénégalais. C'est pour cela qu'ils ont boycotté, pour ne pas le permettre de faire son meeting comme il a l'habitude de le faire. Et malheureusement, dans son discours, il a taquiné les députés, il les a jetés en pâture. Il a, n'est-ce pas, menacé, comme il a l'habitude de le faire, menacé la presse, menacé les jeunes, menacé les journalistes, menacé en tout cas tous les Sénégalais, la justice et tout le monde. Sur toutes les questions qui ont été posées, ils sont complètement passés à côté. Parce que s'agissant maintenant de l'agriculture, vous avez vu. Parce qu'il y a une baisse de la production, ça c'est clair et net. Et ainsi de suite. L'immigration clandestine. Donc, on voit nettement que, voilà, il n'y a rien qui bouge. Après les reproches formulés par Alioune Badara Diouf concernant la gestion des débats parlementaires et l'attitude du Premier ministre Ousmane Sonko, Amadou Gueye lui apporte une analyse toute différente. Le président de l'Union nationale des indépendants du Sénégal salue la régularité des interventions d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Néanmoins, il estime que ce dernier a adopté une posture politique, manquant l'occasion de proposer des réformes concrètes pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Bon, écoutez, je pense que d'abord c'est une excellente chose qu'il puisse venir assez régulièrement au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre à des questions d'actualité. Maintenant, précisément sur la justice, j'ai personnellement été très mitigé sur ses réponses. Je pense que quand même, d'abord il y avait le ministre de la Justice et je pense qu'il aurait dû lui donner l'occasion parce que c'est un homme expérimenté qui avait des réponses beaucoup plus articulées sur la matière. Mais bon, je pense que lui, il a donné beaucoup plus des réponses politiques et d'ailleurs je note qu'il a fait quand même ce que je peux rappeler une sorte de recul. Parce que sur la question du cordon ombilical qu'il faut couper avec la justice, j'ai l'impression qu'il est en train à la limite de théoriser le statu quo. Or, ce que nous voulons tous, et qui est une constante des assises, c'est qu'il y ait une césure entre l'exécutif et le parquet, et que le président de la République lui-même ne soit plus dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ces deux réformes sont des demandes constantes qui ont été renouvelées plusieurs fois. Et donc, je m'étonne qu'aujourd'hui, que ce soit ceux qui réclament le changement, qui défendent le statu quo. Incident, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement étaient face aux députés hier pour répondre aux différentes questions d'actualité soulevées par les parlementaires lors de cette séance, boycottée d'ailleurs par les députés de Takoualou, Sénégal. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment sur l'emploi des jeunes, les licenciements, la séparation des pouvoirs, entre autres. Des sièges vides qui illustrent l'absence des députés du groupe parlementaire Takoualou Sénégal ont orné le décor à l'hémicycle durant toute la séance. Mais malgré ce boycott, le face-à-face entre le gouvernement et les députés a livré toutes ses couleurs. Une série de questions-réponses sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif et aussi le pouvoir judiciaire. La Constitution est claire sur cette question. Le président a des pouvoirs, de même que le Parlement, ainsi que le pouvoir judiciaire. Sur l'emploi des jeunes. Un pays ne se construit pas en une journée. Il faut qu'on fasse ensemble le sacrifice nécessaire pour le bien de tous. Ainsi que sur la situation des Sénégalais de l'extérieur. Ce que l'on demande toujours à nos compatriotes, c'est de respecter les lois de leur pays de résidence. À l'absence des députés de l'opposition, Pape Djibril Fall anime le débat contradictoire. On n'attendait pas votre gouvernement qu'on s'inquiète plus à la préservation des emplois qu'à la création. Ce que le ministre vient de dire sur les licenciements est différent de ce que disent les licenciés. Des interpellations qui ne laissent pas indifférent le Premier ministre Ousmane Sonko. On vous a donné des arguments techniques. Répondez par rapport à des arguments techniques. Nenga justice, il faut me prononcer. Quand moi la justice prononcée, les gens sont libres
d'aller en justice pour dire que d'accord moi c'est mon licenciement et la justice se prononcera. C'est pas un débat, jarul ñëw fi assemblée. Bobu vraiment c'est hors sujet. Durant plus de 2 tours d'horloge, les députés ont ainsi interpellé le gouvernement sur 12 questions d'actualité touchant plusieurs thématiques telles que la justice, l'économie, l'emploi et bien d'autres. Lors de cette rencontre, toujours, Ousmane Sonko a répondu avec fermeté aux accusations de l'opposition. Il a mis en garde les journalistes et chroniqueurs qu'il accuse d'être à la solde de l'opposition. Il en a d'ailleurs profité pour annoncer un changement radical dans la politique pénale du Sénégal, tolérance zéro, selon lui, envers les fausses nouvelles. C'est avec un visage fermé, le ton menaçant, que le chef du gouvernement a mis en garde ce lundi à l'Assemblée nationale certains journalistes et chroniqueurs dont il accuse d'être des missionnaires de l'opposition. Il paye des gens dont certains sont des journalistes, d'autres des soi-disant chroniqueurs qui insultent d'honnêtes citoyens. Je l'annonce à tous les Sénégalais. Désormais, la politique pénale, c'est zéro tolérance. Lors de cette séance de questions-réponses boycottée par la majorité des députés de l'opposition, le Premier ministre a proclamé un changement radical dans la politique pénale sénégalaise en prônant une approche de tolérance zéro envers la diffusion de fausses nouvelles. Des journalistes qui reprennent soi-disant des articles. Tu prends un article, tu dis policiers ñu bëgg génné dañ leen fi génné dama joxe benn misal dañ leen fi génné parce que on veut aller prendre des rebelles du FDC remplacer leen ko ngeen né lool dañ ko bayyi mu jall. Merci beaucoup. Cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko intervient dans un contexte où la liberté d'expression occupe les débats ces derniers jours. En cause, des convocations tous azimuts d'hommes et de femmes de médias. Il s'agit de celle de Simon Pierre Faye, rédacteur en chef de Zig FM et de Sen TV, qui a obtenu hier une liberté sous contrôle judiciaire après sa garde à vue. Abdou Nguer, chroniqueur à Sen TV, placé en garde à vue, et les 2 agents de Source A qui ont été entendus avant d'être libérés. Sur un autre registre, le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a rendu public ce lundi son rapport annuel des statistiques du travail. En 2024, le document présente un état des lieux détaillé de l'emploi formel, de la garantie des droits de travailleurs, du dialogue social et de la protection sociale. Le rapport révèle 2099 déclarations d'établissement en 2024 contre 2160 en 2023, une situation qui dénote d'une baisse de 2,82% par rapport à l'année 2023. C'est un document qui fait le point sur la situation du marché du travail en se basant sur les données fournies par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale. Le rapport s'articule autour de la situation des déclarations d'établissement et de l'emploi, de la garantie des droits, du dialogue social et de la gestion des relations professionnelles et de la protection sociale. Le rapport révèle que ce sont 2099 déclarations d'établissement en 2024 contre 2160 en 2023. Une situation qui dénote d'une baisse de 2,82% par rapport à l'année 2023. Ces déclarations sont constituées notamment de 1828 ouvertures d'établissement, soit 87,9%, de 100 réouvertures, soit 4,76%, et de 155, soit 7,38%. Ainsi, selon le rapport, le marché du travail a affiché un solde positif résultant de la différence entre le nombre d'établissements ouverts et le nombre d'établissements fermés, évalué à 1773 unités, et d'autre part, la différence entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois perdus, soit 9 506 emplois. Le rapport mentionne aussi que sur les 1928 regroupant ouverture et réouverture, on note 10 386 emplois, soit une moyenne de 5 emplois par établissement ouvert. Par ailleurs, une perte de 880 emplois, soit 6 emplois, a été enregistrée suite aux fermetures et cessations d'activité. Et puis, le nouveau directeur général du centre hospitalier Abass Nord a été installé hier. Il remplace à ce poste le docteur Amadou Ndiaye qui était passé près de 4 ans à la tête du dit établissement hospitalier. La cérémonie de passation de service est tenue en présence de Kadir Cissé et Omar Mbengue.
À l'hôpital Abass Ndao, Dr Amadou Ndiaye passe le relais au professeur Demba Diédhiou, nouvellement nommé à la tête du dit centre hospitalier. Après 3 ans et 10 mois passés à la tête de l'hôpital, le directeur sortant part soulagé. Je pars l'esprit tranquille, sentiment d'une mission accomplie. Je pars rassuré parce que c'était un acteur de la maison. On collaborait beaucoup sur beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Donc dans la cohésion, aujourd'hui il connaît l'hôpital comme moi-même. N'étant donc point dans un terrain inconnu, le nouveau directeur de l'hôpital Abass Ndao prend les rênes dans une atmosphère propice à la réussite de sa mission. C'est un personnel uni, un personnel avec une cohésion sociale intacte, un personnel motivé et un personnel prêt à relever les défis. Hormis la préservation du capital humain, le professeur Demba Diédhiou axe sa feuille de route sur 3 points. La première des questions, c'est la lancinante question des urgences. La nécessité de faire en sorte que les urgences soient performantes. L'autre élément, c'est la digitalisation du système hospitalier. Au Sénégal, c'est une problématique. Et le dernier élément, c'est comment faire à l'heure du Jubal Jubanti, faire en sorte que les ressources humaines soient optimisées. La cérémonie de la passation de service s'est déroulée dans une ambiance joviale qui a réuni tout le personnel de l'hôpital Abass Ndao. Une marque de sympathie entre les travailleurs et la direction qui augure des lendemains meilleurs pour l'hôpital et un climat favorable à l'atteinte des objectifs pour le nouveau directeur. Nous en parlions à l'entame de ce journal. C'est donc le début des arrestations des responsables visés pour faute et infraction pénale dans la gestion des fonds force Covid-19. Mais que reproche-t-on à ces derniers? Le rapport définitif de la Cour des comptes publié en août 2022 sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 appelé fonds force Covid. Les fautes de gestion et infractions pénales soulevées par le rapport de la Cour des comptes tournent principalement autour de détournement d'objectifs des fonds force Covid, de surfacturation, de violation des règles dans le paiement aux fournisseurs, d'irrégularités dans la distribution des aides et secours. Pour rappel, les dépenses faites en 2020 et 2021 sur le fonds force Covid-19 soulignent que 19 727 millions de francs CFA représentent des dépenses faites par différents ministères sans lien avec la Covid-19. La Cour des comptes avait aussi révélé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies dans un contexte de confinement et plusieurs défauts de pièces justificatives de dépenses. La Cour des comptes a constaté un paiement en espèces aux fournisseurs pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement bancaire ou postal. Les cours de contrôle de l'État ont révélé aussi que 3 agences de voyage appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de francs CFA de fournitures médicales, des structures qui n'avaient aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux. L'analyse des aides et secours a fait ressortir que des personnes ayant les mêmes prénoms et noms de famille avec des numéros de carte d'identité identiques et parfois les mêmes adresses ont bénéficié plusieurs fois de l'aide avec des montants différents. Dans ses recommandations, après audit, la Cour des comptes avait demandé au garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires contre au moins 10 personnes, dont des responsables de différents ministères impliqués dans la gestion du fonds anti-Covid. Il faut rappeler que dans la gestion des fonds force Covid, le ministère de la Santé avait perçu 60 milliards de francs CFA. L'ADIC avait auditionné au moins 200 personnes impliquées dans la gestion de ces 60 milliards et un dossier lourd de 400 kg a été transmis au procureur avec des orientations sur les présumés responsables de fautes de gestion et d'infractions pénales liées à la gestion de ces fonds force Covid. Pour finir, nous parlons de pêche artisanale, une session de formation de 2 jours sur le développement personnel et le plaidoyer des femmes de la pêche artisanale à l'initiative de l'association ouest africaine pour le développement de la pêche artisanale, une activité qui entre dans le cadre du projet Boîte à outils mondial pour la gouvernance participative de la pêche. Le renforcement de capacités personnelles et politiques des femmes de la pêche artisanale à travers l'amélioration de leur développement individuel est une priorité pour ADEPA. Le développement personnel, c'est un domaine assez innovant qui permet aux femmes
n'est-ce pas, de reconnaître les talents et les potentiels qui dorment en elles, dans une perspective, n'est-ce pas, de renforcer leur confiance en soi, leur estime de soi, mais également pouvoir repérer les talents qui se trouvent en ces femmes-là, mais aussi savoir ses limites. Donc vous voyez, d'une part, mais d'autre part également, cette formation est destinée à outiller les femmes en matière de plaidoyer. La nouvelle vision de l'État pour accompagner les femmes transformatrices dans leur travail, selon la représentante du directeur de la pêche. L'État a toujours appuyé les femmes sur les matériels de transformation. On a toujours vécu cette chose-là à travers les femmes, les marieurs, tous les acteurs de la pêche artisanale. Essayer de mettre en œuvre le respect strict de la réglementation des pêches. Continuer les sessions de formation, former les femmes davantage sur le respect strict de la réglementation et éradiquer surtout la pêche des juvéniles, étant donné que nous sommes en train de sensibiliser les femmes, de laisser en rade la transformation des juvéniles. L'État doit mettre en place une politique hardie de gestion des ressources pour mieux aider ces femmes de pêche artisanale et transformatrices à l'accès facile des ressources halieutiques. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux font état du rebondissement dans l'affaire du fonds Force Covid-19. Selon le journal Enquête, la machine judiciaire s'emballe concernant les cas présumés de corruption et d'abus de fonction dans la gestion du fonds de riposte contre les effets du Covid-19. L'ancien ministre Mansour Faye était à la division des investigations criminelles où les raisons de son interdiction de quitter le territoire lui ont été notifiées. L'observateur rapporte qu'au ministère de la Santé également, les masques tombent. Le journal évoque les dessus d'une enquête explosive, précisant que plusieurs responsables de ces départements ministériels sont convoqués à la DIC en vue d'un déferment au parquet. Les Échos fait les comptes dans cette affaire. Il signale d'une quinzaine d'arrestations ont été opérées lundi par la DIC, pendant que les directeurs en charge de l'administration générale des ministères concernés, des fournisseurs et intermédiaires ont été placés en garde à vue. Même son de cloche selon Libération, la justice se déploie sur deux fronts. À côté des arrestations, il y a aussi la haute cour de justice contre les anciens ministres. Autre sujet relayé par les journaux, c'est le passage du Premier ministre Ousmane Sonko hier dans le cadre de la séance question d'actualité. Le Soleil rapporte que le chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots sur les sujets sur lesquels il a été interpellé par les députés. Le journal juge que le Premier ministre Ousmane Sonko a été sans filtre lors des échanges avec les députés sur des sujets rapportant à la justice, aux dérives dans les médias, aux réformes projetées ou en cours de mise en œuvre par le pouvoir. Dans les colonnes de Vox Populi, Sonko déclare, je cite, « On m'accuse d'être à l'origine de tout, je n'ai jamais fait arrêter quelqu'un. J'apprends des choses à travers la presse comme tout le monde. Mais sur ces questions-là, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'assume. » Fin de citation. À ce titre, Walf Quotidien souligne que l'opposition, la presse et ses chroniqueurs sont avertis devant des députés lors des questions d'actualité au gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un discours musclé. Il a décrété la tolérance zéro et ban les muscles. L'AS note que le Premier ministre, boycotté par l'opposition dont les députés avaient refusé de participer au débat, ban les muscles et menace. Ce sera zéro tolérance, a-t-il déclaré dans l'AS. Le journal Le Quotidien fait observer que l'opposition parlementaire ayant boycotté cette plénière, Ousmane Sonko en a profité pour lancer des pics à la minorité parlementaire. Sonko tout chaud, affiche à sa une, le journal Le Quotidien. Sur Le Quotidien considère qu'au-delà de ces pics et répliques, Ousmane Sonko fixe sa ligne politique sur différents sujets comme l'emploi, l'accès à l'information et à la protection des lanceurs d'alerte. En sport, Record met en exergue Yvan Diouf, un numéro 2 en puissance. Tribune Sport indique que le Sénégal menace de saisir les plus hautes instances du football. La CAF a décidé de faire entrer en jeu la Tunisie pour la CAN. Pour lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Olaf. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.